Salut et bienvenue pour ce bilan de série que peu de gens ont suivi si j'en vois le nombre de vues pour les réacs qui ont été faites. Donc je pense que je vais peut-être un peu raccourcir par rapport à d'habitude où on va parler de Black Sails qu'on pourrait résumer à Game of Thrones chez les pirates. C'est plutôt court et concis à faire. Et ouais, dans l'ambiance, c'est exactement ce qu'on retrouve. On sent que ça, cette ambition-là. En voulant un peu mélanger le mythe de l'île au trésor, les origines du mythe de l'île au trésor, et l'histoire véridique autour de Nassau, des pirates de cette période du XVIIe siècle, ce me semble. Je vais certainement me faire reprendre, je suis pas un spécialiste en la matière. C'est peut-être des petits problèmes que je vais pointer plus tard, mais il va y avoir un petit peu cette approche assez sérieuse qui fait plaisir, puisque une fois de plus, hein, quand je me suis tapé récemment des séries qui se targuent de ne pas être sérieuses juste parce que c'est le truc typique pour attirer le public jeune, ce genre de choses, ça fait plaisir. C'était une bonne série avec ses points positifs, ses points négatifs. Les points positifs qui la cimentent comme étant très solide, c'est d'une part son écriture, son récit qui est la plupart du temps très cohérent, qui se justifie bien et qui repose sur une bonne mise en scène. Les développements sont faits avec beaucoup de réflexion et à quelques rares exceptions près, ça arrive un petit peu mais c'est très rare, on a presque jamais l'impression que ça fait les choses n'importe comment. On réfléchit avec satisfaction à comment ça veut faire évoluer ces éléments. Et c'est un point que je déplore de ne pas retrouver aussi régulièrement dans la plupart des séries que je suis, malheureusement. Ça devrait être donné pour la quasi-totalité des séries, mais malheureusement, il y a énormément de séries qui jouent sur beaucoup de forçage, de facilité, qui ne prennent pas en compte certains éléments qui ont été faits ou pas. Et je dis pas que c'est la perfection même à ce niveau-là, hein. Il y a des choses à redire à 2-3 moments, mais c'est assez minime quand on compare à l'écriture globale qui est très bien faite. Donc, premier point positif. Deuxième point qui, je pense, est la chose qui cimente le plus cette série, c'est pour moi les dialogues. Ils sont particulièrement fluides et recherchés, en amenant avec beaucoup de satisfaction là aussi les développements entre nos personnages, les relations qui se créent. Énormément de relations ont leur force en grande partie grâce à la force des dialogues. Comment ils font passer ce qu'ils pensent entre eux via ce qu'ils ont à dire. Et il y a un travail sur le texte qui est de toute beauté à ce niveau-là, vraiment. Et dernier point positif, c'est le fait que ça bouge constamment. Le fait que ça n'essaye pas de se reposer sur un statu quo facile, une situation qui pourrait un petit peu les laisser dans une zone de confort. Non, on veut faire bouger les choses constamment. Et donc on sent vraiment une progression constante où on ose évidemment se débarrasser de certains personnages importants, même certains qui donnaient l'impression qu'ils pouvaient rester jusqu'au bout. On ose aller assez loin pour ça. Et si c'est majoritairement très bon, ça amène aussi le petit revers de la médaille à ça, c'est que malheureusement, on commence les points positifs, ça va trop vite. Au début, j'aime beaucoup, c'est cool, ça prend un petit peu son temps sans jamais trop se poser facilement, mais vers la fin, ils ont trop de trucs à raconter, on sent que ça va un petit peu trop rapidement, et ça aurait été cool de prendre le temps de se poser un tout petit peu. Je ne demande pas à ce que ça aille beaucoup plus lentement, mais du moins un tout petit peu plus. Parce que à partir de la saison 3, j'ai vraiment trouvé que certaines situations nécessitaient un tout petit peu plus de se poser, de se digérer pour le spectateur et pas qu'on passe de l'un à l'autre. Ce qui fait que il y a certaines situations, certaines propositions, certains plans qui n'ont pas des masses d'intérêt ou des masses de poids quand on va les changer juste après. Ouais, c'est un revers de médaille. Je trouve quand même que c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus ambitieux d'oser faire progresser les choses constamment que de se restreindre à une situation simple pour qu'on ne soit pas sorti de notre zone de confort. Seulement, il faut savoir le faire avec une certaine parcimonie qui n'a pas été particulièrement gérée, surtout dans les 2 dernières saisons, je tiens à le dire.
Et deuxième point négatif pour moi, et n'y voyez pas trop un certain puritanisme, c'est que le sexe n'est pas super bien incorporé. Je parle au second degré, évidemment. Je parle du fait que, au début, dans la première saison et demie, on met des scènes de cul un peu gratuites, de l'humour très salace, complètement inutile, et surtout, l'apport, l'utilisation de la maison de passe, le bordel ambiant de l'île de Nassau, pour justifier certains développements, certaines informations qui passent d'une main à l'autre, au point où c'est devenu une petite facilité scénaristique. C'est parmi les deux vraies facilités scénaristiques que j'aurais déplorées dans cette série pour moi. C'est-à-dire le bordel et une autre sur laquelle je reviendrai dans un épisode un peu précis. Le souci avec ça, c'est que à plusieurs moments, je me dis comment c'est possible? Comment ces prostituées peuvent arriver à faire dire des informations aussi précises aux hommes avec lesquels elles couchent, sans qu'ils se rendent compte qu'ils trahissent totalement un secret ultra grave à ne pas faire passer? C'est faire passer un petit peu les hommes pour des cons. Et ça s'inscrit un petit peu dans le troisième problème pour moi, qui n'en sera peut-être pas un pour certains. Peut-être que vous y verrez une sorte de critique de société derrière. Moi, j'ai du mal à accrocher. C'est la représentation de la société à travers cette série. C'est-à-dire tous les pirates qui sont installés à Nassau, et même un petit peu les soldats à un moment donné, mais vraiment les pirates qui sont dans le coin et qui sont des grosses girouettes qui suivent le mouvement, qui veulent pas bosser parce qu'ils en valent pas trop la peine quand on les force pas, quand on veut œuvrer pour eux, mais quand on les force, lorsqu'on réforme un petit peu le coin, on dit ah ok on bosse, très bien. Quand il y a juste une figure connue qui vient leur dire il faut que vous soyez avec Rogers et pas avec les pirates, en règle générale, ils disent ok, il y a cette approche un peu girouette de la communauté pirate qui est un peu emmerdante parce que c'est un peu pour leur statut que le combat principal mis en place se joue. Et peut-être que ça peut être une réflexion intéressante, une réflexion sociale sur le statut de ces gens-là intéressante pour certains. Pour moi, ça rend les enjeux assez amoindri. Parce que la plupart du temps, ce que veut faire notre héros principal dans cette série, c'est-à-dire Flint, c'est se battre pour un peuple qui donne pas une seule seconde l'impression qu'il le mérite, qu'il en vaut la peine. Et ouais, ça amène chaque combat à me dire est-ce que j'en ai quelque chose à foutre au bout du compte pour la finalité que ça mettra en place? Et le fait que, bon, hein, excusez-moi, c'est un bilan donc vous devez savoir un petit peu certaines choses à l'avance, je vous dis pas non plus dans les détails, mais le fait qu'à la fin ça se règle en disant ok, on va pas non plus leur accorder ce que Flint voulait et qu'on tasse ça comme voulait le faire Rogers à un moment donné, hein, c'est parce que c'est un peu plus ou moins ce que voulait Rogers, et ben ok. Ça rend un petit peu les objectifs qui ont porté la grande majorité de cette histoire caduque et rendre cette populace aussi peu rattachable à cet égard n'a pas aidé grandement. Même si ça a été un petit peu amélioré par l'ajout d'un autre peuple à libérer de ses chaînes de façon plus directe à partir de la saison 3. J'avoue que c'était un des ajouts les plus intéressants de cette saison 3 en dépit des problèmes que j'avais. Parce que voilà, je vous ai fait le bilan global, on va passer maintenant sur les considérations un petit peu précises sur meilleur arc, meilleur personnage, meilleur épisode, en commençant par le meilleur arc pour moi. C'est pas compliqué, il y a 4 saisons, ça fait 4 arcs. On définit bien à chaque fois une fin de quelque chose à chaque fin de saison, de façon à ce qu'on nous fasse bien comprendre qu'on passe à autre chose. Et donc ouais, ça crée des arcs bien précis, très pratiques à définir. Et on a, je pense, les 2 premières saisons qui sont les plus réussies, et les 2 dernières qui ont leurs points forts, qui sont loin d'être mauvaises, mais qui sont un peu plus faiblardes, à cause de certains problèmes sur lesquels je me pencherai dans pas très longtemps. Mais voilà, les 2 premières saisons sont les meilleures, et ma préférée pour moi c'est la numéro 2, où on commence vraiment à mettre en place de façon très forte le passé
de Flint et qui il était avant. Ça lui revient un petit peu avec certains conflits qui se mettent en place et ce besoin peut-être de revenir à ce capitaine, cet homme bon qu'il était avant et qui finira par se faire totalement étouffer dans l'œuf et le faire partir vers des convictions encore plus fortes, affermir ce qu'il voulait faire un petit peu dans la première saison. Je trouve que ça a été très bien rendu avec énormément de moments symboliques forts, de rencontres de personnages, de développement de relations très très prenants, hein, que ce soit entre Vane et Flint durant toute cette saison, c'était très bon ça. Et on a parmi les moments tragiques les plus poignants de cette série pour moi là-dedans. Il y a un personnage qui a été introduit, il me semble qu'elle s'appelle Abigail, une fois de plus, moi et non, je suis désolé, je crois que c'est Abigail son prénom, qui était très intéressante dans sa conception des pirates et comment elle vit un petit peu ça, et je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas un tout petit peu plus appuyé son personnage par la suite, qu'on n'ait pas un tout petit peu plus découvert ce qu'elle pense après ce grand final grandiloquent qu'il y avait à la fin de la saison 2. Je trouve ça un peu dommage, mais avec tout ce qui lui arrive, cette espèce de vision très nuancée des pirates tels qu'elle les a découverts à divers degrés, c'était très intéressant d'utiliser ce personnage pour appuyer la perception des pirates et comment ils essayent un peu de s'affirmer de différentes façons. Le conflit entre Flint et Vane par rapport à ça était très bon. Et pour moi, le meilleur morceau de cet arc, c'est vraiment les 4 derniers épisodes où tout s'enchaîne de façon sublime et où le drame autour de Flint est particulièrement réussi. Les saisons 3 et 4 sont bien, mais il y a des choses à redire dans le fait que ça va surtout trop vite et que ça appuie davantage de façon beaucoup plus poussé les problèmes de rythme un peu trop effrénés dans le développement de votre scénar, et je pense que ça s'est particulièrement senti dans la saison 3, qui amène des choses très intéressantes, je trouve sincèrement, mais qui les amène de façon beaucoup trop rapide et parfois un petit peu grossière. L'inclusion des nègres marrons, je la trouve très intéressante dans ce qu'elle signifie, et ça a amené un côté beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus rattachable pour moi dans le combat de Flint au bout du compte, mais ça a été fait un petit peu sous la jambe. On crée un lien un petit peu ridicule sur lequel je reviendrai lorsque je ferai la liste des pires épisodes, et il y a pas mal de liens, de trucs qui se nouent par rapport à ça beaucoup trop rapidement. La saison 4 aussi, hein, j'irais même jusqu'à dire que la saison 4 ça va un peu trop vite, mais dans la saison 4, on part de choses déjà affirmées, déjà mises en place, ce qui fait que même si ça va trop vite, je ne ressentais pas ce gâchis d'incorporation, puisqu'on avait déjà ces personnages et leur situation mise en place. C'est juste que l'évolution de leur situation était un petit peu gênante. Mais là, l'incorporation des nègres marrons, cette acceptation et tout ce qui va avec, c'était... Il y avait matière à faire beaucoup plus pour moi et à amener ça de façon beaucoup plus satisfaisante, parce que ça ne donne pas une seule seconde l'impression dans les 2 premières saisons que ça a été grandement pensé ça. Et c'est un des rares cas qui donne l'impression que ça n'a pas été pensé du tout à l'avance. C'est un peu dommage. Non pas que c'était mal fichu majoritairement c'était quand même bien fichu, mais il y a vraiment ce côté un peu rushé de pas mal de points dans la réflexion qui était un peu ennuyeux. Et ouais, en dehors de l'inclusion très classe du personnage de Barbe Noire, un épisode particulier avec notre équipage qui est pris dans une tempête et la mort d'un personnage très réussi, très forte, j'ai pas non plus eu la sensation d'avoir quelque chose qui s'est coulé de façon très prenante, très palpitante, alors que les autres saisons ont su amener beaucoup plus d'éléments marquants et forts que cette saison 3 pour moi. Et c'est une fois de plus pas pour dire une seule seconde que c'est mauvais, il y a beaucoup plus de bonnes choses à dire que de mauvaises là-dedans, mais par rapport à tout ce qui s'est fait à côté dans les autres saisons, c'est le plus faible pour moi.
Bon, ce coup-ci, vu qu'on a affaire à une configuration très grise, on va pas se le cacher, comme pour Game of Thrones, c'était pas si évident que ça de faire la liste des méchants, des persos de soutien, des héros, tout ça. Ça me paraissait un peu superflu, donc j'ai juste fait un petit top de mes personnages préférés et de ceux que j'aime le moins. Il n'y a aucun personnage que je déteste à proprement parler, il y en a certains qui me posent problème et que je déteste pas, et certains personnages que j'adore, et on va commencer par faire un petit top 4, parce que j'avais fait un top 3 mais je me suis dit merde, je peux pas aller jusque là, je vais en rajouter un, de mes persos préférés, et ouais, ça va être un petit peu misogyne puisque c'est que des mecs. Donc mon numéro 4, c'est Charles Vane. J'aime beaucoup la présence de ce type, cet acteur, j'ai déjà vu ailleurs et je trouve qu'il est très bien rendu, il joue à merveille ce personnage de pirate un peu sanguinaire qui sait être violent mais qui est à fond dans ses convictions. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui lâcher, il est à fond dans ses convictions, il les lâche jamais et il est prêt à aller très loin pour les respecter en montrant le passé tumultueux qu'il a eu parce que c'est un ancien esclave, il a un lien particulier avec Barbe Noire, il est un peu en conflit par rapport à sa relation avec lui et avec Eleanor, en finissant un peu par le choisir lui, parce que bon, Eleanor l'a suffisamment trahi pour ça. J'aime beaucoup la mentalité du gars, et il en impose beaucoup. Et ouais, sa fin était quand même assez classe. Hein, ça n'a pas sauvé totalement l'épisode dans lequel il était, mais il a eu une fin très classe. Ensuite, en numéro 3, Woodes Rogers. Alors ça déplaira peut-être à certains parce que je pense qu'il doit être un petit peu désapprécié pour son rôle, mais je trouve qu'il est parfaitement retranscrit dans ce rôle d'ancien corsaire qui essaye de s'assagir en assagissant même une cité qu'il était difficile de gérer. On voit qu'il y va avec pas mal de bonne foi, même s'il a des problèmes de dette et qu'il y a un petit peu ce besoin de se refaire assez vite. On voit quand même qu'il essaye de gérer ça au début avec bonne foi, en essayant de faire des compromis, d'arranger les choses de la façon la plus pacifique possible. Et à cause de ce que Flint lui amène, avec certaines bonnes raisons, autant les pirates, une fois de plus, j'ai du mal, mais lorsqu'on parle d'affranchir les esclaves, c'est quand même quelque chose d'assez fort, il va être mis de plus en plus au pied du mur, et revenir sur ce côté sauvage qu'il a un petit peu caché de lui-même parmi les gens. Et on peut dire que c'est un peu un thème qui est appuyé à quelques reprises dans cette série, c'est-à-dire, il y a ce qu'on montre aux gens, ce que les gens perçoivent de nous et ce qu'on est vraiment. C'est pareil pour les pirates, c'est pareil pour les héros qu'ils s'érigent comme Woodes Rogers. C'est très bon ça, c'est très bon. Et oui, la descente aux enfers de ce type qui essaye de faire au plus juste, mais qui de plus en plus partira vers le côté obscur, vers la destruction, parce qu'il en a de plus en plus rien à foutre. Et ça creusera de plus en plus sa tombe, ça le fera perdre de plus en plus pied mentalement. Il y a quelque chose de vraiment touchant, de vraiment poignant là-dedans qui en fait un peu l'antagoniste, parce qu'on peut dire que c'est ça, l'antagoniste des protagonistes qu'on a mis en place, très bien rendu. Pour lequel j'ai pas mal de peine et qui sait être aussi flippant quand il veut, hein, parce que voilà, il a son passé de corsaire sanguinaire qui lui reste dans le crâne. Ensuite, nous avons le top 2 et ça a été très délicat à départager entre les deux persos principaux, même si je vous cache pas que Jack, c'est un petit peu le troisième protagoniste et lui je le situe pas tout à fait dans mon top des meilleurs, mais les deux autres, ceux qui sont un petit peu derrière l'île au trésor, c'est Flint et Silver, ce sont mes préférés, et je préfère légèrement Silver à Flint, parce que c'est quelqu'un qui affiche un développement très fort, très bon, et qui l'appuie avec beaucoup de justesse à de nombreux moments. Quand on le voit au début, c'est vraiment le roublard qui essaye de s'en sortir, mais au fur et à mesure des saisons, et c'est un truc que j'apprécie, c'est pour ça que les deux premières saisons sont les mieux rendues, on le voit petit à petit s'attacher à cet équipage et comprendre un peu qu'il a envie d'être avec eux, et pas juste par besoin de survivre et de s'en sortir. Il a un peu ressenti ce besoin d'être de leur côté. Et quand au début de la saison 3, on montre qu'il finit par vraiment être derrière, c'est quelque chose d'assez bon. Et à partir de la saison 3, c'est un petit peu moins fort parce que ça prend moins son temps, malheureusement. Et ouais, les relations fortes qu'on essaie de créer autour de lui et Silver sont un petit peu moins fortes, mais j'avoue que
il y a une évolution vraiment poignante de sa part. Son côté roublard est un peu plus satisfaisant que le côté plus calculateur de Flint, même si le côté calculateur et manipulateur de Flint est très bon là aussi. Ils ont leur méthode l'un comme l'autre pour savoir gérer les gens, pour qu'ils aillent dans leur sens, qui est très intéressante. Et il y a vraiment ce duo qui se forme. Pour moi, ce qui fait la force, le plus grand point de cette série en termes de personnages, c'est le duo Flint-Silver, qui a d'énormes moments. Que ce soit dans la saison 2, la saison 3, la saison 4, il y a toujours des moments intenses et prenants autour de ces deux-là, qui aident à les cimenter avec une force incroyable. Flint est un tout petit peu moins fin dans son approche. C'est pour ça que je lui préfère très légèrement Silver, mais ces deux-là mériteraient la médaille ex aequo à peu de choses près pour moi. Voilà mes personnages préférés, maintenant on va se plaindre un petit peu. Il n'y a aucun personnage que j'aime pas. Que ce soit dit, les trois que je vais lister, c'est juste que ce sont les plus faibles ou les plus frustrants dans leur approche, parce qu'il y a pas mal de choses un peu irritantes dans comment ils sont écrits ou comment on les gère. Et on va commencer avec le numéro 3, c'est-à-dire Ben Gunn. J'ai rien de mal à dire sur lui, mais j'ai rien à dire sur lui en fait. On l'incorpore dans la saison 3 en disant que c'est un survivant d'un autre équipage, puis après il suit le mouvement et il a 2-3 petits moments, histoire de dire qu'on rappelle un peu qu'il est là et c'est tout. Vous auriez peut-être pu faire quelque chose de plus fort autour de ce personnage qui est censé être un peu pivot dans l'histoire de l'île au trésor, parce que c'est un truc sur lequel je me suis pas plaint, mais j'en ai parlé à fond dans la dernière réac si vous voulez voir le détail, c'est que au bout du compte on amorce très peu de choses bien précises de l'île au trésor à la fin de cette série, et je trouve que c'est un gros gâchis pour moi. Il y a moyen de faire plus que ça, mais bon. Et je pense que c'est celui qui s'en prend le plus, Ben Gunn, c'est-à-dire que on a pensé à l'incorporer, on n'a pas su grandement quoi faire de lui, ça se sent clairement. Ensuite, en numéro 2, nous avons Dufresne, qui est un gâchis de personnage parce qu'il commençait très bien pour moi. Au début, c'est vraiment le responsable comptable de l'équipage. On voit qu'il a une fonction plus intellectuelle, mais il se force un peu à participer, et donc il y a ce côté, je découvre ce monde plus sauvage pour moi, qui est assez fort de son personnage. Il finit par être un petit peu élu chef, de façon un peu abusée, mais bon. Et toute cette période-là, la période première saison et même début seconde saison, est très bonne. Même si on a changé son acteur, ce qui n'a pas aidé pour l'immersion, mais c'est pas faute de mauvais casting ou quoi que ce soit. L'acteur de base a eu un problème de crise, je ne sais plus exactement ce que c'était, il a eu un problème médical de santé et donc il n'a pas pu. Il n'a pas pu, c'est donc compréhensible qu'on ait changé son acteur. Et à partir de là, on a fait en sorte qu'il se fasse supplanter par Flint, lorsqu'il avait un petit peu la mainmise, lorsqu'il avait un petit peu la décision. Et après, il est devenu écrit, il a pris certaines décisions qui étaient un petit peu faciles pour le mettre à part. Et c'était juste le suiveur d'Ornigold, en fait. Le petit chien d'Ornigold, qui a eu une mort de merde sans cérémonie. Certains diraient que c'est une fin adéquate vu la route qu'il a suivie, mais quand même, je trouve ça abusé. Pour quelqu'un qui représentait quand même quelque chose d'assez fort dans la première saison en ce qui me concerne. Voilà, c'est un gâchis ce personnage. Il démarrait très bien, mais vous en avez fait un bête toutou à la fin et ouais. Il y avait moyen de faire mieux que ça pour moi. Et enfin, pour terminer en numéro 1, ça va vous surprendre, Max. Le nombre de fois que je me suis plaint de ce personnage, est-ce que j'ai même envie de m'étendre là-dessus? Ok, je vais en parler très vite. Au début, certes, j'ai de la peine pour elle lorsqu'elle se fait violer à tour de bras par les pirates de Vayne, mais ça n'ôte rien au fait qu'elle prend une décision complètement débile après, en disant « Va te faire foutre Eleanor, je vais suivre l'équipage de ces mecs qui m'ont violé en espérant pouvoir faire quelque chose simplement par dépit pour elle en fait, ce qui était complètement con. » Et à chaque fois, dans la première saison, j'avais du mal parce que c'est elle qui se plaignait qu'Eleanor ne veuille pas que tout tourne autour de ces deux-là. Genre, notre amour représente tout, ta mère, tout ça. Elle avait vraiment cette vision ultra naïve des choses. Et après, une fois cette histoire passée, elle décide de devenir un petit peu plus responsable, d'avoir plus de pouvoir.
et tout tombe bien pour elle, un peu de choses près. On lui tombe dessus, c'est moi qui sais tout mieux que tout le monde, j'arrive à avoir des infos sur tout et n'importe quoi parce que je suis trop forte. C'est le personnage qu'on n'arrête pas de mettre en avant, qui doit être un peu un cran au-dessus de tout le monde. Je la déteste pas dans l'absolu parce que voilà, une personnalité acceptable, l'actrice s'en sort bien, surtout qu'en plus c'est l'une de celles qui a dû faire le plus de scènes de cul gratuites dans cette série, et donc je trouve que pour quelqu'un qui a dû être un peu obligé d'accepter ce genre de choses, elle s'en sort très bien en tant qu'actrice, mais ouais, sur son personnage m'a fait ni chaud ni froid et j'ai trouvé un peu de trop globalement dans cette histoire. Il apporte quelque chose dans l'absolu, mais on aurait pu faire en sorte de le rayer de l'histoire, faire en sorte qu'elle se barre de l'épisode 2 comme c'était prévu dans la saison 1, sans que Ven la capture, et ça aurait peut-être amené plus de choses intéressantes. En tout cas, voilà qui conclut les personnages, et on va conclure avec, comme d'habitude, le top 3 et le flop 3 et des épisodes. Alors, le numéro 3 pour moi, c'est l'épisode... Bon, je vais pas faire la blague à chaque fois, c'est l'épisode donc 37, ou l'épisode 9 de la saison 4 si vous préférez, donc l'avant-dernier, et qui pour moi est une conclusion très intéressante, presque une sous-conclusion très intéressante de la relation entre Flint et Silver, leur considération et jusqu'où est prêt à aller Flint pour ses convictions, quitte à se mettre à dos tout le monde, même s'il n'est pas prêt jusqu'à aller se mettre à dos Flint. C'est vraiment juste une chasse à l'homme en fait, hein. On se centre sur presque rien d'autre que ça. Flint qui veut cacher son trésor et Silver qui lui court après parce qu'il se sent trahi par lui avec donc leur conflit d'intérêts. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très bon dans le fait déjà de se battre contre ces anciens hommes qui nous ont juré fidélité pendant aussi longtemps. Et cette espèce de combat fratricide qui va un peu trop loin, qui prend un peu aux tripes. C'est ça qui fait la force de cet épisode, et on appuie aussi de façon très forte le personnage de Rogers jusqu'où il est tombé, et ce dernier reste de pacifisme qu'il y a en lui, représenté par Eleanor qui était assez fort, la conviction de Maddie qui se rapproche de celle de Flynn qui est aussi très bonne. Là aussi il y a beaucoup de moments de personnages excellents là-dedans, et du combat très bien mené qui appuie la puissance de la chose. La seule chose que j'aurais à dire, c'est qu'on conforte 2-3 petits détails, mais c'est, je pense, assez minime par rapport à la très bonne ambiance et le très bon développement de relation qui est mis en place. En numéro 2, nous avons le retour, ou l'épisode X10, un chiffre romain, sur la reprise de pouvoir de Flint et comment lui et Silver montrent leur intelligence, leur intellect pour manipuler les autres et se faire accepter avec un vrai brio pour moi. Et le parallèle entre lui et Silver sur leur filouterie un petit peu différente. Je pense que le début de leur duo a été instauré dans l'épisode précédent, l'épisode 1 de la saison 2. Il y a eu quelques petites discussions entre eux dans la saison 1, faut pas exagérer, mais vraiment, à partir de la saison 2, c'est là que leur relation a commencé à se créer véritablement. Et c'était sincèrement un très bon passage pour moi, un très bon moment de développement où Flint sait manipuler l'équipage pour retrouver son pouvoir de commandement en allant assez loin, parce qu'on montre que le gars est super sombre dans sa façon de faire. Et à côté, on a Silver qui est beaucoup plus léger dans son approche, mais qui est quand même très intéressant pour montrer la différence de considération et ce début de respect qu'ils voulaient l'un envers l'autre, surtout Flint envers Silver. Flint qui se rend compte que ce gars peut être très intelligent et savoir manier les gens comme lui le fait, mais à sa manière. Et je trouve que si j'apprécie autant cet épisode, si je le mets numéro 2, c'est que c'est vraiment un épisode pivot dans cette relation et pour appuyer la mentalité de nos deux personnages et leur intellect. Et ça montre aussi une différence. Est-ce que Silver serait prêt à aller aussi loin que Flint dans son approche, même s'il était prêt à l'épauler à quelques moments dans la saison 1, comme on l'a vu. C'était, je trouve, quelque chose de très bon pour
finir de commencer de cimenter cette relation. Et même sur Nassau, il y a un développement très intéressant sur la prise de pouvoir d'Eleanor du coin et comment elle a du mal à gérer ça face aux récalcitrants un petit peu trop agressifs, en mettant en avant un peu sa relation avec Vane et comment ça a du mal à évoluer en bien, même si on sent qu'il y a une attirance. C'était de très bons moments, ça aussi. Un épisode ultra solide. Et mon épisode préféré, ça a été un choix cornélien. Jeu de mots puisque c'est le titre de l'épisode, mais aussi parce que ça a été difficile de décider quel épisode je préférais dans cette liste. Je veux dire, même ces trois-là, ça a été difficile à lister particulièrement. Il y a pas mal d'autres épisodes que je trouve excellents. Même dans la saison 3, qu'il était difficile de pas compter, mais voilà, ça s'est joué à pas grand chose, qu'on soit bien d'accord. Et si j'ai choisi celui-là en particulier, c'est parce que c'est pour moi un moment excellentissime dans le développement de Flint et Silver une fois de plus. Et même dans les convictions de Vane, ça met très bien en avant ces trois personnages-là, et qui sont donc parmi mes 4 persos préférés de la série, donc beaucoup, et c'est vraiment, je pense, la plus grande force de cette série d'appuyer à ce point des retournements aussi profonds et prenants dans ces personnages qu'on instaure. D'une part, Silver, qui depuis toute cette saison 2 a pas arrêté de chercher un moyen de s'en sortir, une porte de sortie, mais qui décide quand même de faire quelque chose pour cet équipage parce qu'il a fini par montrer une certaine attache difficile à expliquer pour lui, c'était un moment très beau autour de lui. De l'autre côté, Vane, qui appuyait vraiment ses convictions dans le fait qu'il ne veut pas que Flint résolve ça à l'amiable parce que ce n'est pas ce que représente pour lui la vraie piraterie, mais qui est prêt à quand même partir le sauver à la fin parce que il veut quand même que la piraterie soit consacrée vraiment, et c'est pas en laissant tuer quelqu'un, un confrère, même s'il y a énormément de griefs envers lui qui va le faire. Il montre totalement la force de ses convictions, Vane, et à côté Flint, qui finit par totalement renier ce qu'il était avant, pour de bon cette fois. Il enterre l'homme qu'il était avant dans cette histoire, alors qu'il était prêt à faire beaucoup de sacrifices pour parvenir à peut-être résoudre ça à l'amiable, faire ce que lui et Thomas Hamilton voulaient mettre en place au départ, et c'était assez fort, hein, vraiment poignant, ce moment dramatique qui lui a fait enterrer l'homme qu'il était avant. Je pense que c'est un moment pivot pour ces trois personnages extrêmement bien rendus dans cet épisode, et ça en fait le point d'orgue de cette série, de pas beaucoup, mais quand même le point d'orgue pour moi. On passe maintenant au moins bon. Et comme pour les personnages, vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il n'y en a aucun que je n'aime pas. Tous avaient suffisamment de bons points pour être considérés comme au moins acceptables, mais ouais, il y en a qui n'étaient pas non plus parmi l'élite de ce qu'on pouvait faire, et c'est sur ça qu'on va se pencher. Tout d'abord, l'épisode 1 de la saison 3, Vengeance. L'épisode qui a fait sauter énormément de la prémisse qui était mise en place à la fin de la saison précédente. Je veux dire, il y a Jack qui a réussi à mettre la main sur l'or, on va se faire des couilles en or, tout ça, et tout d'un coup vous vous dites, en fait non. En fait, ça s'est fait hors chambre, on l'a discuté, on a arrangé à l'amiable un truc qui fait qu'on va tout gérer ensemble. Ok. Et c'est ça le truc. Et c'est aussi le début à Nassau de la considération complètement girouette des pirates. C'est-à-dire qu'on leur promet leur nation, la possibilité d'avoir de quoi se protéger, et ils en ont rien à foutre. Ils tirent au flanc même si on les paye. Donc ça amène Jack à prendre des esclaves pour faire le boulot que les gens du coin auraient dû faire. Ouais, c'est le genre de truc qui nous fait dire, ok, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces gens-là s'ils sont même pas foutus d'un temps soit peu s'occuper de leur sécurité à eux. Ce sont des ordures qui ne cherchent pas à être une nation, et tout de suite ça a tué dans l'œuf ce que représentait le combat de Flint, si au bout du compte c'est ça. Alors qu'à côté, on nous fait quelques mises en scène pas trop mal autour de
de Flint qui vogue sur les mers en essayant de se venger un petit peu, de montrer la puissance, la terreur des pirates, pour se faire avoir par un piège. Une fois de plus, on repose sur un truc un peu grossier. C'était un peu facile, ça, c'est pas le plus grave, mais c'était un petit peu facile. Et tomber sur Hornigold et son désir de vengeance, un tout petit peu montré à la va-vite. Là aussi, c'est un petit peu à la va-vite. Hornigold, maintenant, il bosse pour la nation anglaise et ça nous est montré comme ça rapidement. C'est beaucoup de choses qui viennent comme ça, direct, en pleine gueule, sans qu'on les incorpore, sans qu'on les introduise grandement, et ça n'a pas été entré dedans, je vous cache pas. Ce début de saison 3 m'a posé problème à peu près autant que le début de la saison 4, un tout petit peu plus pour la représentation des pirates à Nassau, mais ouais, quoi, j'ai du mal avec cette accroche. Cette façon de sauter beaucoup de choses qui étaient prometteuses en termes de conflit, pour dire ben ça c'est réglé hors champ, maintenant la situation, voilà. C'est ennuyeux pour moi. Ensuite, en numéro 2, nous avons l'épisode 7 de la saison 4, c'est-à-dire 35 en chiffres romains. Voilà, je précise pour ceux qui ne comprennent pas, j'ai précisé ça dans mes réacs, mais on a donné un titre français aux épisodes, parce que dans la VO c'était juste le numéro de l'épisode en nombre romain, et à la fin ils se sont dit non, merde, pour la saison 4 on va pas le faire. Il n'existe pas de titre français, donc je prends les titres VO qui sont donc en chiffres romains uniquement. Bref, l'épisode 7 de la saison 4 qui amène des choses un peu grossièrement pour moi. Alors déjà, je déteste la manipulation qu'on a faite autour de Maddie. Genre, vous avez cru qu'elle était morte dans l'épisode précédent, et ben non, on vous a bien eu. Ce genre de manipulation ridicule, c'est désagréable, je vous cache pas. Il n'y avait rien qui pouvait laisser paraître une seule seconde qu'elle aurait pu survivre à ça, quoi. C'est juste de la manipulation grossière, ça. Et donc, ça a été l'excuse facile, parce qu'il faut dire ce qui est, pour que Flint et Silver soient l'un contre l'autre, se scindent un petit peu dans leurs idées, et ouais, ça a été amené très rapidement et vous avez forcé ça, tandis qu'à côté, on a toute l'arrivée, je sais plus où c'est une fois de plus, chez les grands-parents Guthrie par Max et Jack, et ces trucs qui leur tombent facilement dans la gueule, mais vraiment quoi. Au début, il y a Jack qui se dit tiens, je vais parler rapidement directement au grand-père Guthrie du plan que j'ai et qui pense que ça va marcher. Le mec a déjà un peu de chat, que le grand-père l'ait pas fait coffrer parce que c'est un pirate reconnu, hein, c'est déjà bien pour lui, mais gros coup de chat, on apprend que c'est une femme qui gère, c'est la grand-mère Guthrie qui peut gérer les trucs, qui est derrière le plan, qui est complètement pour. Elle a besoin de parler à Max parce que Max doit se mettre en avant une fois de plus, on essaie de lui donner tellement raison sur tout et n'importe quoi. Et une fois de plus, on essaye tellement d'appuyer qu'elle est supérieure en tout. Par exemple, dans sa conversation avec la grand-mère Guthrie, elle appuie que les comptes de commerce de Nassau ne se sont jamais aussi bien tenus quand elle les a gérés en fait. Ce qui sous-entend de façon super claire qu'Eleanor les a pas aussi bien gérés qu'elle. Ok. Et que son père aussi n'a pas bien géré les trucs. Elle est tellement plus douée que tout le monde. Ce genre de choses est un petit peu énervante. Voilà, le forçage de la résurrection de Maddie et cette espèce d'accroche du plan de Max qui était un petit peu facile, qui repose sur beaucoup de « ah, ça tombe bien », c'était un petit peu ennuyeux, je trouve. Et enfin, le pire épisode pour moi, c'est une impasse sans en être une. On rejoue sur les mots avec ça, puisque voilà, c'est l'épisode 4 de la saison 3, hein, épisode 22 si vous préférez, qui repose sur la découverte de l'île des Nègres Marrons. Et quelques trucs qui se passent aussi à Nassau, pas intéressants en toute sincérité. Je me souviens pas du tout de trucs un tant soit peu marquants qui se passent à Nassau. C'est les esclaves qui ont réussi à se barrer, tandis que Rogers prend un petit peu la ville, dit ok, c'est histoire d'appuyer un petit peu le statut de Scott, hein, Monsieur Scott, sur lequel je vais un petit peu revenir, puisque c'est, je pense, le deuxième truc grossier de cette série pour moi en termes d'écriture, c'est que Scott, depuis le début, il a mis en place une communauté d'anciens esclaves pour pouvoir vivre séparément de tout le monde sur une île à part, sur laquelle sont tombés Flint et compagnie par pur hasard, donc déjà grosse chatte.
Et étant donné que c'est dans cet épisode qu'on l'a pu, vraiment, c'est cet épisode que je tiens responsable de cette espèce de gros comme par hasard bien gras. Et vous voyez quoi, il n'y a absolument rien qui a amené à faire croire une seule seconde, à appuyer une seule seconde que Monsieur Scott pouvait gérer ce genre de choses. Dans la saison 1, on l'a vu qui était prêt à accepter son statut d'esclave pour empêcher Eleanor de gâcher sa carrière. Et c'est complètement ridicule parce que s'il acceptait cette position-là, il ne pourrait plus être en situation de pouvoir à Nassau pour pouvoir aider les siens. Ce qui est complètement contre-productif. Comment ça se fait qu'il accepte ça comme ça? Ça prouve de façon super claire pour moi que ce n'était pas pensé du tout à l'avance. Et c'est un retcon grossier. C'est un retcon ultra grossier que vous nous avez foutu là, qui était assez gonflant. Je vous cache pas, assez gonflant. Et c'est le problème principal, quoi. C'est un retcon à la con qui va arranger pour l'épisode suivant, ce qui amène aussi que tous les plans qui sont échafaudés, toutes les approches qui sont prévues n'amènent pas à grand chose en fait, puisque Scott va arriver l'épisode suivant pour aider à calmer le jeu. Donc ça s'est bien goupillé ça, parce que ça tombe pile poil là aussi dans l'épisode suivant. Et ouais, à part un tout début de quelque chose entre Silver et Maddie qui est acceptable, il n'y a rien de très bien fait là-dedans, quoi. Ça se suit sans plus, pour moi. La seule chose d'un tout petit peu notable, c'est le fait que eh bien, Flint il était prêt un peu à abandonner ce qu'il est, mais c'est vraiment un truc qu'on va surtout appuyer dans l'épisode suivant. Donc, même les bons points sont surtout illustrés en détail dans l'épisode suivant. C'était un épisode qui n'a pas mis en place de façon grandement pensé ce grand changement de votre situation, parce que l'arrivée des nègres marrons dans l'intrigue va apporter beaucoup de changements, va changer la donne à beaucoup de points, et c'est vraiment dommage que ce soit comme ça que vous l'incorporiez, de façon aussi maladroite. Ça rend cet épisode très frustrant, et facilement le plus mal écrit de cette série pour moi. Mais malgré tout, j'irai pas dire qu'il est mauvais, il se regarde. Il y a suffisamment de dialogue bien fait et de moments forts pour que ça passe, mais sans plus. Ouais. C'est pas ce genre de choses qui vous donne l'impression de suivre une grande série bien réfléchie. Et fort heureusement, ces épisodes-là sont plutôt rares par rapport à ceux qui sont mieux faits, c'est sûr. Et ça reste une série dans sa globalité que je respecte beaucoup pour la solidité de son récit, pour beaucoup de ses dialogues, une fois de plus, qui sont aux petits oignons et qui appuient des relations vraiment fortes entre nos protagonistes à plusieurs moments. Et je suis bien content de l'avoir découverte. Pour la prochaine fois, je tiens à vous rassurer, ce sera quelque chose d'un petit peu moins nébuleux. Pour ceux qui sont juste là pour savoir « Ah, tu vas faire quoi ensuite ?» Je vais faire une série animée très certainement sur Netflix qui sera un peu plus reconnue et qui devra attirer un peu plus de monde, en espérant que ça parte pas sur le gag intrusif qui gâche le sérieux de votre intrigue globale. J'espère que non, hein, mais bon, on verra ça avec Discord. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt pour de futures vidéos. Bye!